Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Alors, pour achever cette première journée, nous allons accueillir Roger-Paul Droit. J'imagine que vous le connaissez, bien connu en tout cas, et qui écrit des livres à succès depuis de très nombreuses années. C'est un des philosophes qui, sur certains de ses livres, a connu les meilleures ventes et les noms de traduction les plus importantes de ces 30 dernières années. Il est spécialiste de l'histoire des idées et l'auteur donc d'une trentaine d'ouvrages. Et là, avec celui-ci, Alice au pays des idées, il est au sommet de son art. C'est-à-dire faire un livre de philosophie qui ne soit pas, chiant, vous voulez dire? Voilà, c'est parfait. J'hésitais, je cherchais un équivalent, un synonyme, mais voilà, j'hésitais. Voilà, chiant. Et c'est une chose très difficile. Parler des idées, c'est une chose, pour la rendre attrayante, intéressante, et comme une découverte, c'est une chose qui est extrêmement difficile. Donc, voilà. L'histoire de ce livre, c'est une adolescente, 16-17 ans, qui s'interroge, comme nous tous. Devant ce qui se passe en ce moment dans le monde, il y a de quoi se poser des questions, se demander quelle va être la situation internationale, nationale dans les années qui viennent. Est-ce que les guerres vont revenir proches de chez nous ou même chez nous? Est-ce que l'avenir de la planète est aussi dangereux qu'on le dit? Et donc autant de questions qui font que toute notre vie peut être conditionnée par les hésitations et les craintes qu'on peut nourrir pour le retour des craintes. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un sondage qui est sorti hier, je crois, c'est une majorité de Français qui craignent l'avenir, qui ont peur de l'avenir, qui voient dans l'avenir que des mauvaises nouvelles à venir. Et ça, c'est la première fois depuis très très longtemps que l'ensemble du monde occidental et du monde entier est plus inquiet de l'avenir que de ce qui s'est passé les temps passés. Et ça, c'est un changement essentiel dans la mentalité et dans l'idée que se font les gens sur le monde futur. Peu d'espérance, beaucoup de crainte. Et il méritait, évidemment, dans ces conditions, de faire, pour Roger-Paul Droit, l'histoire de comment se décider pour l'avenir de sa vie. Quelle direction prendre? Quoi penser? Qu'est-ce qui est vrai de ce qui est dit et pas dit? De ce qui est caché ou pas? Et donc, est-ce qu'on peut imaginer autre chose que le chaos? Et comment faire? Quand on est une jeune fille de 16-17 ans, dans son livre, comment faire pour acquérir 2-3 certitudes? Se donner les instruments pour essayer de sortir de ce pessimisme qui gagne tout le monde. Voilà le sujet du livre, Alice au pays des idées. Et nous allons recevoir tout de suite Roger-Paul Droit. Merci. Merci beaucoup, Roger-Paul Droit. Mais merci à vous de m'avoir convié. Je suis très heureux d'être là. Alors, vous posez la bonne question, et j'allais vous dire, l'essentiel, non seulement c'est la bonne question, mais c'est la seule question, en fait, quand on va au bout du raisonnement. Comment vivre? Comment vivre dans l'atmosphère actuelle, le monde tel qu'il est, les risques qu'on nous présente? Comment peut-on encore choisir sa vie de manière libre, indépendante? Peut-on se dire qu'on a quand même des chances de réussir sa vie, que tout ne sera pas tel que ça s'annonce? C'est la seule question qui vaille. C'est la seule question de toujours, mais c'est aussi la seule question humaine. Les araignées ne se demandent pas comment vivre.
elles vivent leur vie d'araignée. Si vous voulez, conduit par son ADN, par son instinct, par des conduites programmées, il n'y a pas d'interrogation animale sur ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, c'est une interrogation humaine. Et elle est devenue, vous le rappeliez à l'instant, elle est devenue de plus en plus compliquée, de plus en plus, d'une certaine manière, je ne dis pas désespérée, mais d'une certaine manière désemparée. Parce que ce qui est arrivé depuis quelques décennies, c'est une sorte d'obscurcissement progressif de l'idée d'avenir. L'idée d'avenir qui était jusqu'à assez récemment désirable. On voulait construire quelque chose, on rêvait d'un monde meilleur, on croyait profondément au progrès. Cela s'est petit à petit transformé ou bien en quelque chose d'infigurable. On ne sait pas, on ne sait plus, on ne peut plus prévoir, on ne comprend pas bien et on ne voit pas où on va, un brouillard qui se serait emparé en quelque sorte de l'horizon, ou bien, pire encore, c'est la menace, l'idée d'une sorte d'effondrement de la civilisation, de mort progressive de la planète, de risque vital de l'humanité, d'effondrement également de la biodiversité. Et au milieu de tout ça, l'avenir, ou bien n'est pas représentable, ou bien fait peur. Et d'une certaine manière, on n'est plus dans l'attente, tétanisé, paralysé, qu'autre chose. Et mon héroïne, qui est une jeune fille d'aujourd'hui, elle s'appelle Alice en hommage à l'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Sa mère l'a appelée Alice parce que quand Alice, la mienne, était petite, eh bien, elle lui lisait Alice au pays des merveilles, etc. Mais c'est une jeune fille d'aujourd'hui, elle est éco-anxieuse, elle se demande ce que va devenir le monde, ce que va devenir sa propre vie, et elle a l'idée de chercher une phrase qui la guiderait, qui lui servirait une phrase, une sorte de boussole, un mantra si on veut, mais en tout cas quelque chose qui lui servirait de certitude, d'aiguillon, de direction, qu'elle se ferait même graver, en tout cas tatouer sur l'avant-bras si elle le peut, parce qu'elle est de sa génération, elle rêve de tatouages, de piercings et autres, mais elle ne sait pas évidemment quelle boussole, quel guide, quelle idée pourrait comme ça la stimuler, lui montrer la bonne direction et lui indiquer non pas le mode d'emploi de ce qu'il faut faire, mais au moins la direction où se diriger, où réfléchir et où aller. Et puis, il y a quand même une part de fantastique, évidemment, oui, dans ce livre, que j'ai voulu un conte philosophique et un roman avec des personnages, des péripéties, des rencontres, et pas un manuel. J'ai écrit, vous l'avez rappelé, j'ai écrit beaucoup de livres de pédagogie, d'explication. D'histoire des idées, d'explication de la philosophie, je sais pas, la philosophie expliquée à ma fille, ou oui, bien les 101 expériences de philosophie quotidienne, enfin beaucoup de livres, je ne vais pas rappeler mes bibliographies, mais je n'avais pas mis en scène de façon romanesque l'évolution d'un personnage et aussi forcément l'évolution du lecteur et des lectrices qui se modifie à mesure que le personnage suit les idées, en découvre de nouvelles. Et pourquoi avoir choisi, puisqu'il s'agit de rêver, pourquoi avoir choisi les idées comme endroit, comme lieu où on décide de sa vie? Parce qu'il y a beaucoup d'autres possibilités. Parce que ce que nous oublions le plus aujourd'hui, me semble-t-il, c'est justement que ce sont les idées qui sont déterminantes.
ce vieux constat, si vous voulez, c'est que nous vivons avec ce que nous avons en tête. Les idées que vous vous faites du bonheur, du bien, du mal, de l'amour, de la haine, de la guerre, de la paix, enfin toutes les idées motrices de nos existences, ce sont des idées que nous avons reçues. Ce sont des idées qui se sont déposées en nous à travers notre enfance, notre éducation, notre milieu, notre environnement, à travers nos propres réflexions. Parfois, nous ne sommes pas entièrement passifs dans tout cela, mais ce sont elles qui dirigent nos existences. C'est en fonction de ce qu'on pense que l'on vit. Et si on ne s'en préoccupe pas, c'est-à-dire si on ne regarde pas de quoi il s'agit, eh bien, on va être d'une certaine manière agi plutôt que responsable. On va être non pas manipulé, mais en tout cas pris dans des routines, des automatismes. Voilà la réponse, c'est ma conviction. Et la philosophie, mais depuis Socrate, quand Socrate dit qu'il faut examiner la vie qu'on mène et que c'est la première chose à faire et que sinon ça ne vaut pas la peine de vivre, il veut dire simplement que ce que nous avons dans la tête, nous devons le regarder pour savoir à partir de quoi nous voulons vivre. Les choses que nous avons en tête, si vous voulez, la philosophie, ça c'est, je crois, un point de départ. La philosophie, c'est pas d'avoir des idées. Tout le monde a des idées, bonnes, pas bonnes, bien fichues, mal fichues, solides, fragiles. À peu près tout le monde sait les défendre. C'est pas non plus de savoir défendre des positions, idées, des positions, de répondre à des objections, d'utiliser des arguments, de voir plusieurs... c'est pas ça non plus. C'est de se demander de quoi ces idées sont faites, de commencer à les regarder, à les tester, à savoir si elles tiennent la route ou si c'est du vent. Si on n'a pas fait de façon régulière, au moins une fois en sa vie, comme dit Descartes, mais si on ne fait pas ça au moins une fois, mais on peut le faire aussi très souvent, si on ne se regarde pas ce qu'on a dans la tête pour savoir si ça tient ou si ça ne tient pas, si on ne soumet pas le contenu de nos idées à une sorte de test, si vous voulez, on parle de crash test aujourd'hui dans la finance, mais tout simplement aussi d'épreuves, de mise à l'épreuve, de regarder d'où ça vient, quelles sont les objections, pourquoi je n'ai jamais pensé l'inverse de cela et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse dans ma propre tête pour penser l'inverse et qu'est-ce que je pense de cela. Tout ce jeu, si vous voulez, en permanence, de dialogue. Mais de dialogue, y compris de dialogue avec les autres, bien sûr, mais de dialogue aussi avec soi-même. Parce que c'est Platon qui dit que la pensée, c'est le dialogue intérieur de l'âme avec elle-même. Alors, ça fait ronflant comme ça, nous ne parlons plus d'âme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que même si je suis tout seul, en train de me taire, en silence, je ne suis pas tout seul dans ma tête si je commence à regarder ce que je pense, à me formuler des objections, et que avancer dans la pensée, c'est ça, dialoguer. Dia, en grec, ça veut dire à travers. On se trompe gentiment, et on se trompe tout le temps, très, très souvent, quand on dit, quand on oppose monologue et dialogue. Monos, c'est bien seul, un seul, c'est un personnage tout seul qui parle, et en général, et au théâtre, et normalement, on dit un dialogue, ils sont deux. Sauf qu'en grec, deux, ça se dit duo, ça se dit pas dia. Et que dialogue, ça signifie proprement, on peut être 3, 4, 5 à dialoguer. Ça signifie cheminer à travers les phrases, à travers les mots. C'est à travers. C'est pas être tout seul, qu'on soit tout seul en se dédoublant dans sa tête, ou qu'on soit 3 ou 4 ou 5 à parler. Dans les dialogues de Platon, il y a souvent 5, 6 ou 7 personnages. Eh bien, l'important, c'est de frotter, si j'ose dire, les idées les unes contre les autres, c'est de les faire s'entrechoquer avec un point que découvre Alice, notamment grâce à un personnage qui
s'appelle la fée objection. On va en parler, oui. Voilà, parce que c'est une grosse fée qui est jamais d'accord et qui a toujours le contre-argument. Et qui oblige à le dialogue avec soi-même. C'est ça, absolument. Alors, là, vous apportez quelque chose par rapport aux autres livres de philosophie qu'on peut lire. C'est que dans votre livre, comment dire, dans votre livre, il y a l'idée que les idées ne sont pas abstraites. Les idées ne viennent pas du ciel comme ça. Elles sont représentées par quelqu'un qui les a dites, ces idées, qui les a énoncées. Et lorsqu'on pense à des idées, c'est vrai qu'on a envie de le rattacher à une personne qui a dit ça. Et donc, l'idée que vous avez eue, qui est, à ma connaissance, qui n'existe dans aucun autre livre, c'est que l'adolescente rencontre les philosophes. Absolument. Rencontre les penseurs. Et qu'elle voit, elle écoute non seulement la pensée, mais qu'elle les voit vivre. Elle voit un penseur qui vit dans le dénuement. Elle voit un autre qui rit de tout. Elle voit dans l'expression un enthousiasme ou une sincérité qu'elle ne voit pas chez d'autres. Et c'est vrai que une pensée, c'est pas simplement quelques mots alignés. C'est la manière dont on le reçoit nous-mêmes, qui est aussi importante finalement que le fond de la pensée. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je crois, et c'était aussi un des travers de l'histoire de l'enseignement de la philosophie, je crois que la philosophie, c'est progressivement de plus en plus abstractisée, désincarnée et transformée en jeu d'idées, parfois passionnants, parfois difficiles, mais des jeux théoriques. Mais limités à quelques-uns. Comment ? Limités à quelques initiés. Voilà, et puis chiant, comme vous le disiez tout à l'heure, et j'utilise moi-même ce mot, je n'ai jamais, pour ma part, imaginé que c'était le cas. C'est-à-dire que vous savez, il y a une phrase de Voltaire que j'aime énormément, la phrase, comme j'aime aussi Voltaire, d'ailleurs, j'ai fait un roman un jour sur Voltaire et Rousseau, mais Voltaire dit « Tous les genres sont bons, sauf l'ennuyeux ». Voilà, vous pouvez faire comme vous voulez d'une certaine manière, raconter des fictions, faire des comédies, faire des tragédies, des traités, des contes philosophiques, des exposés dogmatiques, des cours, des conférences, mais à condition, pitié, de ne pas ennuyer le monde. Il y a déjà assez d'ennuis comme ça dans le monde, sans en ajouter, d'une part, et aussi, je crois que c'est pire que ça. C'est qu'il y a beaucoup de choses importantes, y compris même des choses graves, qui sont passionnantes. Et qui sont passionnantes dès qu'on entre dans la réflexion, dès que l'on approche une pensée et puis qu'on essaye soit d'entrer dans ces mécanismes, dans ces rouages, soit de les contester. Il y a quelque chose qui est passionnant parce que le travail de la pensée, c'est intéressant, même si on n'a pas le résultat comme ça dans le quart d'heure. Il y a quelque chose finalement de toujours un peu vertigineux, aussi exaltant, dans le fait d'avoir des idées, d'en voir de contraires, d'en trouver de nouvelles, d'essayer peut-être de surmonter une contradiction, de retomber sur un nouveau problème, etc. Et cette dimension-là d'aventure, elle m'a toujours passionné, en tout cas du jour où je suis tombé dans la philo, quand j'avais 16 ans, je me suis senti ébloui par cette diversité, ces émerveillements, et pour moi, ce sont des gens. Ce sont des gens, c'est-à-dire, ce sont des gens qui portent des idées, qui les incarnent, qui les forgent, qui les vivent même, qui les inventent aussi. Et depuis Socrate, qui finit par préférer, face au tribunal populaire, finalement assumer tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait, ne pas se renier, et qui préfère mourir, puisque c'est la fin. Ouais. C'est finalement celui qui a été mis à mort par la démocratie. Vous savez que Socrate a été
de façon tout à fait légale, démocratique et tout, condamné à mort injustement. Enfin, c'est le premier scandale de la philosophie. Il y en a eu quelques autres, mais c'est peut-être le plus grand. Et ça s'est ensuite poursuivi. Mais quand je veux dire, et c'est ça que j'essaye de faire vivre à Alice et au lecteur, évidemment, ce sont les rencontres avec des humains et pas des extraterrestres. Les philosophes, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des gens qui, chacun et chacune, parce qu'heureusement il y a des femmes, se sont trouvés dans des époques, des langues, des cultures, des civilisations, des milieux sociaux, des croyances, et qui, à travers tout cela, ont essayé à chaque fois de se poser des questions qui sont pas toujours les mêmes, enfin qui se regroupent ou qui se convergent, qui sont justement celles de comment vivre. Sur quoi nous nous repérons? Où sont les points de vérité? Qu'est-ce que nous ignorons? Qu'est-ce que nous pouvons savoir? À travers quoi? De quelle manière? Toutes ces questions-là, eh bien, la jeune Alice, elle les découvre, mais elle les découvre en parlant avec Platon, avec Marc Aurèle, avec Sénèque. Elle se retrouve ensuite en Inde, en Chine, et elle va chez les Hébreux également. Elle sort, si vous voulez, de la Grèce et de l'Europe. Et puis, elle traverse peu à peu toute l'histoire. Et les siècles, oui. C'est quand même étrange qu'il faille, et c'est la réussite de votre livre, passer par le roman pour approcher au mieux la pensée. Si, c'est logique. C'est logique. Si, c'est tout à fait logique, à partir du moment où, comme vous l'avez très bien rappelé, on considère que sa pensée, elle est incarnée. Si je vous explique le théorème de Pythagore ou que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, je vais avoir du mal à incarner ça. Je peux dessiner, etc. Mais si vous pensez, par exemple, que eh bien, la vie doit être examinée et que la première chose à faire, c'est de regarder ce que nous avons dans nos têtes, vous comprenez ça avec Socrate. Vous comprenez ça avec Socrate sur la manière qu'il a de dire, et ça choque Alice au début parce qu'elle ne sait pas ça et beaucoup ne savent pas ça. Socrate, vous savez, dit « Je fais le même métier que ma mère » et sa mère était sage-femme. Et qu'est-ce qu'on comprend? On comprend la moitié de l'histoire généralement. On comprend, moi Socrate, je fais sortir les idées. Je transmets, oui, c'est ça. Comment? Je transmets. Non, je fais accoucher mon interlocuteur. Oui. Voilà. Philippe, qu'est-ce que vous pensez vraiment de la justice? Eh bien, je vais faire sortir, si j'étais Socrate, je ferais sortir cette idée de la justice de la tête de Philippe pour qu'on la regarde ensemble. Même ce que vous ne savez pas vous-même savoir, si vous voulez. Bon, en vous posant des questions, en vous cuisinant un peu, etc. Bon. Et on dit, voilà, ce qu'on appelle la maïotique de Socrate, ce qui veut dire rien d'autre que l'obstétrique, l'accouchement, eh bien, il fait sortir de la tête de l'autre l'idée que l'autre a et ne connaît pas forcément. Alors, des fois, ça vaut à Socrate des ennuis. Il fait dire à un général qui est un vieux dur à cuire, vous voyez, qui a fait des batailles, un militaire, voilà, buriné et tout ça, il lui demande ce qu'est le courage. Et l'autre lui dit, évidemment, c'est de ne pas avoir peur. Puis, en le questionnant un peu, Socrate dit, mais le type qui a peur, mais qui y va quand même, il n'est pas courageux? S'il doit avouer le général. Plus encore, oui. Plus encore, bien sûr. Et donc, il met souvent en contradiction ses interlocuteurs. Quand le général comprend que sa première définition du courage, lui qui a fait 25 ans de campagne, n'est pas bonne, il n'est pas content. Et que c'est comme ça aussi que le philosophe peut agacer. Mais, je reviens à mon histoire de sage-femme pour ne pas m'égarer, l'autre moitié qu'on ignore,
c'est que les sages-femmes grecques, c'est une autre civilisation que la nôtre, il y a une mortalité infantile énorme, elles mettent les bébés à l'épreuve. Ça veut dire quoi? Elles les trempent dans l'eau glacée, elles les secouent, elles les prennent par les pieds, la tête en bas. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'être sûr que que survivent les robustes. Ce n'est pas nos mœurs, ça peut nous révulser évidemment, et Alice, quand elle apprend ça, qu'une jeune fille d'aujourd'hui, elle n'est pas contente du tout, enfin elle est révulsée, mais ça veut dire que ce que Socrate dit quand il dit « je fais le même métier que ma mère », c'est un, je sors l'idée de la tête de l'autre, mais deux, cette idée, on va la tester. On va voir si elle survit ou si elle meurt. On va essayer de regarder si elle tient la route, si je puis dire, si c'est une bonne idée, solide, robuste, ou bien si c'est un semblant d'idée et quelque chose qui finalement est une illusion, un faux savoir et pas une réalité mentale forte. Alors, vous insistez beaucoup sur une idée qui est, quand on réfléchit aux choses telles qu'elles vont, on ne fait pas toujours attention au passé. C'est-à-dire que le passé, il y a des raisons à ça. Les conditions d'aujourd'hui ne sont pas celles d'il y a 100 ans, 150 ans. La vie a complètement changé, la communication a changé, les temps ont changé, les réflexes sont différents, Internet, les réseaux sociaux. Donc, pourquoi attacher de l'importance à ce qui était bon à une période qui ne ressemblait en rien à celle d'aujourd'hui? Est-ce qu'il est vraiment utile de se repencher sur des idées qui datent d'un temps qui n'est absolument pas le nôtre? Est-ce qu'il y a une quelconque utilité, ou bien faut-il rechercher des idées nouvelles qui tiennent à notre période? Le reste est passé, dépassé, j'allais dire. Je vois très bien l'argument. C'est une objection que beaucoup se font. C'est une objection, et c'est aussi quelque chose que finalement beaucoup d'entre nous ont en tête. C'est des vieux trucs. Ça s'est pensé ou dit il y a 3000 ans, 2000 ans, 1000 ans, 150 ans, ou même simplement au XXe siècle et pas au XXIe. Et il n'y aurait rien à en regarder, il n'y en a rien à en prendre. Il y a quelque chose là qui est tout à fait faux et qu'il faut essayer de démêler. Et en gros, c'est ça que comprend Alice au fil de ce roman. C'est d'abord que, on l'a dit, les idées comptent d'une certaine manière. En fonction de ce qu'on a en tête, on vit une certaine vie. Et quand on regarde ces idées et qu'on réorganise, on peut peut-être réorganiser sa vie. Mais on parlait de l'avenir qui est bouché ou que l'on ne conçoit plus bien. Face à ce qui fait peur, comment on cherche des solutions? Il me semble qu'on pourrait commencer à les chercher dans le stock absolument énorme d'idées qui existent dans l'ensemble des philosophies, des traditions, des sagesses et des pensées, qu'elles soient politiques, économiques, scientifiques, de l'humanité. Ça fait quand même des milliers d'années que les êtres humains pensent. Alors l'argument qui consiste à dire ils ne connaissaient ni l'intelligence artificielle, ni la crise climatique, ni la procréation médicalement assistée, etc. Donc rien des angoisses ou des perplexités de notre monde, certes. Mais est-ce que cela les a empêchés d'établir ou d'édifier des morales, des politiques, des idées? Est-ce que nous avons besoin, si vous voulez, de vivre dans le même monde technique pour vivre dans le même monde moral ou politique ou intellectuel? Il y a là quelque chose, si vous voulez, qui est faussé. Ça n'est pas parce que les stoïciens, par exemple, ignoraient tout des biotechnologies
qu'on ne peut pas imaginer une morale stoïcienne de la procréation médicalement assistée. C'est faisable. Sinon, ça voudrait dire aussi que toutes les grandes sagesses de l'humanité, toutes les grandes religions, toutes les grandes conceptions théoriques ou morales seraient uniquement relatives au monde technique ou économique où elles se trouvent. C'est en petite partie vrai et en grande partie faux. Il y a une autonomie de tout cela. Vous pouvez tout à fait prendre des, je ne sais pas, des points de la morale biblique, si vous voulez, du judaïsme ou de l'islam, ou des points de la morale de Platon, etc., et construire des outils avec cela pour aborder des questions d'aujourd'hui. Sinon, ça voudrait dire que chaque époque, que nous ne pourrions plus rien comprendre d'ailleurs, que nous ne pourrions probablement même pas lire. Et ce que découvre Alice, c'est qu'elle a en tête des idées qui ont 3000 ans et qui fonctionnent toujours. Qu'elle a en tête des idées qui ont 3 ans ou 3 mois et qui peut-être sont d'autres, mais qu'il faut non pas se dire il n'y a que celles d'aujourd'hui qui tiennent la route, mais regarder comment tout cela a cheminé au fil des siècles et comment il existe, bien évidemment, il existe 2 choses, si vous voulez, qui se conjuguent. Qui traversent le temps. Ouais. Comment ? Qui traversent le temps. Oui, il y a ceux qui traversent le temps et il y a ceux qui évoluent, et les 2 sont vrais. Et les 2 sont vrais. Si vous imaginez que tout évolue tout le temps, vous ne comprenez plus rien. Ça voudrait dire que nous ne pourrions pas discuter avec nos parents ou lire un texte de Descartes, parce qu'on n'y comprendrait rien du tout, ce serait un autre monde. C'est d'autres vocabulaires, c'est d'autres... Mais il y a des mondes communs, heureusement. Et puis ça veut dire qu'en même temps, bien évidemment, ça bouge. Et la difficulté, mais aussi tout l'intérêt de la chose, c'est d'arriver à tenir ensemble des choses communes, s'occuper du passé, et du coup, si vous, voilà, c'est une dernière chose pour retrouver l'idée du passé qui est à regarder. Si on veut comprendre notre présent, et si on veut, autant que possible, fabriquer un avenir qui soit vivable, eh bien, une des choses à faire, c'est quand même d'aller s'occuper de cet énorme héritage de passé, de ne pas le mépriser, de ne pas croire qu'il est nul, de ne pas s'imaginer qu'il n'y a rien du tout à en faire, mais qu'il faut justement regarder ce que nous pouvons en réutiliser, en réadapter. Et il y a énormément, évidemment, de choses à disposition. Alors, vous introduisez dans votre récit la fameuse fée objection. C'est-à-dire celle qui pose des questions qui ne sont pas contenues dans l'idée qui est proposée. Oui. Et c'est un éloge du désaccord. Oui. Le désaccord est indispensable. La dispute, même à la limite. La dispute, c'est ce dont, alors je crois que les philosophes et la pensée en général, c'est pas une particularité de la tribu des philosophes, se nourrissent de leur désaccord. Vous savez, l'idée d'un monde où tout le monde penserait la même chose et finalement se congratulerait de penser la même chose que l'autre, c'est un monde mort. C'est un monde mort et ce serait un monde, alors idéal, je veux bien... Qui ne serait pas libre en plus. Comment ? Qui ne serait pas libre. Qui ne serait pas libre, bien évidemment. Puisque ce serait une pensée autoritaire qui... En tout cas, ce serait une pensée uniforme, unique, d'une certaine manière totalitaire. La question de l'objection, et ça la fée l'explique bien à Alice, c'est qu'on croit généralement que face à une idée, si vous énoncez, si vous formulez une objection, un argument opposé, vous voulez la détruire. Mais non, vous voulez la tester. Et en la testant, vous la renforcez. Si ça marche. Si elle survit. Si elle survit, évidemment, bien sûr. Mais il y a cette question de de la lutte dans les idées, de la survie. Et puis, finalement, les désaccords, ce n'est pas des choses mortelles.
ni graves, c'est des choses vivantes. Ce qui est mortel, c'est bien évidemment de vouloir tuer l'autre parce qu'on n'est pas d'accord avec lui, ou bien de ne pas vouloir le laisser parler, ou bien de vouloir le taper jusqu'à ce qu'il dise exactement ce qu'on pense soi-même. Ça, oui, mais ça, c'est des rapports de domination, ce n'est pas des rapports de discussion. Voilà. Alors, l'inconvénient du voyage que vous avez dit suivre à Alice, c'est qu'elle sort plus perturbée qu'au départ. C'est-à-dire, elle avait 2-3 idées simples. Elle a rencontré, ils sont 25, je crois, 25 têtes pensantes, allant de moins 3000 ans jusqu'à les temps présents. Elle a écouté tout ça. Elle a trouvé ça très intelligent. Mais elle se posait une seule question au départ. Une seule question. Comment vivre ? Et la multiplicité et la multiplication des réponses fait qu'elle sort les bras ballants sans avoir progressé dans la manière dont elle voit le futur pour elle venir ou advenir. Je ne serais pas si pessimiste. Non, mais je proteste. Non, c'est-à-dire, au lieu d'avoir non, vous avez raison. Vous avez raison. Au lieu d'avoir une phrase qui pourrait oui. tatouer, qui serait simple, directe, et une direction précise, et perturbée par des gens qu'elle a tous trouvés intelligents, intéressants, mais qui la laissent sans décision ferme. Elle va en trouver, je vous rassure tout de suite, ou je rassure tout le monde. Il y a des réponses, il y a des issues, et il y a des solutions, au moins esquissées de façon très, très claire à la fin de ce livre. Mais, vous avez raison, Philippe, il y a un moment où elle est déconcertée. Elle dit qu'elle a l'impression d'avoir la tête comme une lessiveuse. Voilà, parce que là où elle cherchait 2-3 choses simples, elle en trouve beaucoup plus. Elle voit la multiplicité des doctrines, la multiplicité des perspectives, des manières de poser des questions. Et surtout, effectivement, elle comprend qu'il y a à l'intérieur des philosophes et de leur manière de poser les questions des désaccords, des points de vue parfois irréductibles. Et surtout, elle découvre qu'il n'y a pas une phrase, que l'idée finalement de la phrase emblématique qui va suffire à tout résoudre, ça va peut-être pas fonctionner, que certaines sont utiles à tel moment, d'autres phrases utiles à d'autres, que telle question entraîne tel type de perspective et qu'il faut en changer ensuite. Et donc, elle découvre aussi que les questions s'entraînent les unes les autres et que, bien sûr, ça peut donner une impression de vertige mais vous savez, ça c'est quelque chose, je me souviens du temps, dans une vie antérieure, j'ai été professeur de terminale il y a bien longtemps, mais les élèves, vers Noël, des fois le début de l'année, un peu plus tard, ils arrivaient en disant quand est-ce que ça s'arrête ? Non pas les cours, mais quand est-ce que ça s'arrête, les questions. Quand ils commencent à comprendre qu'une question en entraîne une autre et que la réponse éventuelle ou les réponses à ces questions posent d'autres problèmes qui font basculer vers ça, ils éprouvent cette espèce de vertige où on peut se dire c'est finalement bien plus reposant de ne pas penser. C'est plus reposant, c'est plus confortable, c'est, je pense, beaucoup moins vivant et beaucoup moins exaltant, mais on peut comprendre que ça fasse peur. Simplement, c'est la condition humaine, c'est comme ça. Personne ne sait pourquoi nous sommes là, personne ne sait pourquoi il y a un monde plutôt que pas de monde, et que toutes les théories que nous avons, toutes les doctrines que nous avons pu construire, ce sont bien souvent quand même que des cache-misères sur notre ignorance et des choses souvent pour boucher les trous. Bon, mais il n'empêche que face à cette efflorescence aussi de questions en permanence,
il ne s'agit pas de se décourager ni de baisser les bras. Elle comprend petit à petit, Alice, parce qu'elle est très différente finalement, je crois, et j'espère... À l'issue du voyage. Voilà, à l'issue du voyage, et je peux espérer au moins que certains ou les lecteurs seront aussi un peu différents, non pas parce qu'ils auraient acquis mes idées. Ça, il y a une chose que je veux peut-être dire d'un mot, ça ne m'intéresse pas du tout d'imposer mes convictions ou mes façons de voir à ceux qui lisent, ni même à Alice. J'ai écrit en fait ce livre pour mes petits-enfants, ma petite fille, qui est plus jeune qu'Alice, mais qui va vivre évidemment dans un monde dont je me suis demandé, mais qu'est-ce que je pourrais lui indiquer qui lui serve, non pas pour qu'elle vive comme j'imagine qu'il faut, mais pour qu'elle vive autonome, aussi libre que possible dans un monde très compliqué, très déconcertant, très difficile. Qu'elle possède des outils, quoi. Voilà, les outils, et j'ai envie de dire que la réponse à la question « comment vivre », ça ne peut pas être un mode d'emploi. C'est pas voilà ce qu'il faut que tu prennes au petit déjeuner et le genre d'exercice. On peut faire ça, mais ça c'est du mode de vie, mais c'est pas ça. Comment vivre, c'est arriver à indiquer et à définir ce qu'est la bonne attitude. C'est-à-dire l'attitude qui permet de trouver les réponses et pas la liste des réponses toutes faites. Oui. Oui. Pourquoi vous avez choisi que ce soit Jean-Jacques Rousseau qui soit son plus grand choc dans le voyage des idées? Oh, parce que il y a, je veux dire, dans l'échelle des philosophes, Jean-Jacques Rousseau n'est pas l'emblématique, voilà, référence. C'est parce que alors, ça a été la conjonction de plusieurs choses, mais essentiellement le fait que Jean-Jacques Rousseau, c'est quand même un penseur à la fois de la démocratie moderne et de l'écologie, d'une certaine manière. Vrai, ouais. Voilà, s'il fallait, comment dirais-je, adapter aujourd'hui, il y a un moment, Alice le dit, elle dit Voltaire, glyphosate, Rousseau, permaculture. Ouais. Elle a compris. Elle a compris. Alors, ça veut dire quoi? Voltaire, c'est l'homme du progrès, de la technique, de la confiance dans la science, et puis de tas d'autres choses, mais aussi de cela. Et Voltaire, et Rousseau, pardon, incarnent plutôt la défiance contemporaine. Vous voyez l'idée que la science et les techniques et le progrès, ça se paye cher, et ça a un revers qui est peut-être à reconsidérer suffisamment d'assez près pour non pas tout laisser tomber. Il ne faut pas faire non plus de Rousseau une sorte de technophobe délirant, mais qu'il y a des choses à laisser tomber. Et les questions de décroissance, d'écologie, des méfaits des techniques liées aux bienfaits du progrès, c'est quand même Rousseau qui l'incarne. Et donc, c'est assez normal que la petite Alice, avec ce qu'elle pense du... Mais elle dit surtout à un moment, comme argument essentiel, il était plus sincère que les autres. Elle retient ça, la force de persuasion qu'il a utilisée envers elle. Il était plus sincère. Ça sortait du ventre, si j'ose dire, et pas seulement de la tête. Mais c'est vrai aussi, parce que Rousseau, c'est un héros de la sincérité. C'est un homme des tripes. Enfin, il supporte même pas la politesse, parce qu'on dit à quelqu'un comme je suis content de vous voir, alors qu'on pense qu'est-ce qui m'emmerde, celui-là. Bon, vous voyez, et donc cette hypocrisie-là, qui est une hypocrisie sociale minimum, ça le choque. Qu'on appelle la politesse. Voilà, même la politesse, ça le hérisse. Mais non, Rousseau, c'est vraiment un héros de la sincérité, parfois excessif d'ailleurs, avec quelque chose de... Mais, et donc, comme j'essaye
vous l'avez compris, de les incarner, de faire en sorte que les rencontres d'idées soient aussi des rencontres de personnes, de décors, de costumes, de paroles, d'attitudes, de visages. Rousseau, il a cette sincérité, il a cette opposition au siècle des Lumières à Voltaire, mais aussi c'est un joli jeune homme, c'est un homme à femme, et dans la scène où elle le rencontre, qui est une scène de bal, eh bien, Alice, sensible, ayant un peu bu, danse avec lui, il lui joue du clavecin, parce que c'était aussi, il a été prof de clavecin, c'était un merveilleux musicien, voilà, et séduite. Elle flash sur Jean-Jacques, oui. Mais il y a une règle du pays des idées, c'est que les habitants n'ont pas le droit d'avoir des liaisons avec les visiteurs. Et alors, maintenant que vous avez écrit ça, les rencontres, si votre petite fille vous regardait vraiment dans les yeux et dire alors quoi, alors finalement, au bout du compte, comment vivre? Eh bien, ça arrive. Puisque, par définition, vous connaissez tous ces philosophes, puisque oui, vous les faites. Donc, elle vous dit à la fin, moi, je suis un peu perdu avec tout ça. Finalement, eh bien, y a-t-il une approche qui me permette de commencer de résoudre le problème? La fin du livre est comme ça. Je ne vais peut-être pas tout en dévoiler, mais le fait est que les choses se retournent un peu par une sorte de surprise où on découvre que Alice rencontre l'auteur, devinez qui, et puis elle lui dit « J'en ai assez, tu m'as promené un peu partout, d'accord, maintenant tu m'as promis et tu vas… » Bon, et l'auteur tient promesse, mais avec non pas une liste des choses à faire, mais plutôt, si vous voulez, 5 conseils, où il lui conseille d'abord de lire, tout, de ne cesser de lire, ensuite de réfléchir, et toujours de réfléchir au point opposé à ce que… L'argument inverse. À l'argument inverse. Je crois qu'un des préceptes de la pensée, c'est de voir double, ce qui n'est pas évidemment boire excessivement de vodka, mais voir double au sens où dès que l'on a quelque chose en tête, la première chose à faire, c'est de penser au point inverse et de faire le ping-pong. Et puis, donc lis, travaille, lis, réfléchis, aime, parce que si sans amour, il y a un moment dans ses périples, elle écoute un cours d'Aristote où Aristote dit « Sans amis, personne ne choisirait de vivre ». Et l'amitié, l'amour, l'affection, toutes les formes finalement possibles d'amour, c'est ce que nous comprenons le moins et ce qui nous fait vivre le plus. Et puis, il lui conseille aussi de travailler. Travailler, ça ne veut pas dire seulement gagner sa vie, ça veut dire agir sur les choses. Penser, c'est très bien, lire, c'est très bien, réfléchir également, aimer, mais si on ne travaille pas à œuvrer, si on n'œuvre pas à faire changer le monde, à faire changer son existence, à faire changer ce qui est le plus insupportable, aussi difficile que ce soit, ça ne vaut, je crois, pas la peine. Et puis, la dernière chose que Alice entend, c'est « aie confiance ». Aie confiance parce qu'elle a peur et elle n'a cessé d'avoir peur. Elle a appris beaucoup de choses, elle a découvert beaucoup de points de vue distincts. Elle comprend qu'une grande partie quand même de sa vie est entre ses mains, que nos actes relèvent aussi de notre responsabilité, quel que soit, même si c'est difficile, même si on ne voit pas toujours
le chemin aussi clairement qu'on voudrait, mais qu'elle cesse de croire que tout va s'effondrer tout le temps. Après tout, l'humanité... On a vu d'autres. Voilà, elle vit l'humanité, elle a survécu plus ou moins bien depuis des millions d'années. Elle a traversé des épreuves probablement beaucoup plus vitales que celles qu'elle traverse en ce moment, avec d'autres représentations, avec d'autres convictions. Mais voilà, moi je crois fondamentalement que même si l'époque n'est pas simple, et Dieu sait, même si nous vivons toutes sortes de terreurs conjuguées, il faut garder quelque chose d'une confiance fondamentale dans les ressources de survie, d'intelligence et de génie, même parfois, de l'humanité. Le fait de parler de génie de l'humanité ne veut pas du tout dire qu'elle ne soit pas par ailleurs un génie du désastre aussi. Voilà. Vous avez dit, la philosophie, vous avez écrit, la philosophie ne fait pas le bonheur, et tant mieux. Oui, bien sûr. Bah oui, ça c'était un livre, c'était quand même. C'était un petit ce serait bien. Mais ce serait bien évidemment que le bonheur, ça serait toujours bien. Mais ce dont je me méfie le plus, c'est du bonheur clé en main, vendu, voilà, et garanti. Parce que ça n'est pas le bonheur, c'est un fantasme d'élimination du négatif. Nous vivons de plus en plus, parce que le monde est compliqué, et c'est si vous voulez, toutes les techniques aujourd'hui de développement personnel, bien sûr. Voilà, de conseils clés en main. Ou quelle est la différence avec les écoles de sagesse de l'Antiquité? C'est assez simple à dire en 3 phrases. Bien sûr, Épicure propose le bonheur par la philosophie et dit que c'est la santé de l'âme et qu'il n'est jamais trop tard pour faire de la philosophie, parce qu'il n'est jamais trop tard pour être heureux et en bonne santé, on peut continuer très vieux et on doit commencer très jeune. Et chaque école de l'Antiquité a finalement cette idée que c'est par la pensée que nous pouvons accéder au bonheur. Bien, mais 1, c'est jamais garanti. 2, on en prend pour 30 ans hein, de recherche et de travail. Alors qu'aujourd'hui, on vous le vend en 8 jours et satisfait ou remboursé. Je n'y crois pas du tout. Et ensuite, quand je parle d'élimination du négatif, c'est que ce qui se fabrique comme bonheur clé en main présentement, c'est finalement quelque chose qui est beaucoup plus une élimination, voilà, des désagréments, avec l'idée que si nous nous débarrassons de nos pensées négatives, alors nous nous débarrassons en même temps de tous les malheurs. Moi, je veux bien, mais le fait de ne pas penser à la fin des allocations chômage n'empêche pas le chômage d'exister. Vous voyez, c'est pas la faute du type ou de la fille qui va commencer à se faire des soucis. C'est pas de sa faute s'il a des soucis. Alors, il y a quelque chose, je terminerai là-dessus, comment dirais-je, que j'aime beaucoup chez Nietzsche, contre cette idée, finalement, d'un bonheur filtré, d'un bonheur vide de toute aspérité et de toute surprise mauvaise. Il explique comment dire oui à la vie. C'est dire oui à tout. Bien sûr, c'est dire oui à la joie, à l'amitié, à la jouissance, à l'orgasme, à la beauté, à la création, à la paix, à l'entraide. Mais parce que c'est un seul lot, c'est dire oui aussi à la crasse, à la trahison, à la souffrance, à l'horreur, à l'injustice, à l'injustice, non pas du tout parce qu'on aime la souffrance, non pas du tout non plus parce qu'on s'y résigne. On peut continuer à vouloir les combattre et on doit même, mais
il faut comprendre qu'on n'en aura jamais, jamais fini. Et qu'un monde, bien sûr, je ne connais personne qui préférerait un monde de la guerre, de la souffrance et de l'horreur, plutôt qu'un monde de la paix, de la concorde, de la douceur et de la gentillesse. Sauf que c'est ni l'un ni l'autre, et toujours un mixte. Et que c'est avec ça que nous avons à nous débrouiller, à composer et à travailler et à penser, et que les idées peuvent nous y servir. Voilà. Une dernière question, si vous voulez bien. Vous avez écrit un livre, il y a 10 ans exactement, je crois, ou 11 ans, 2014, et une question que tout le monde se pose exactement comme comment vivre. Si je n'avais qu'une heure à vivre, je voudrais juste, parce que c'est une question, on poserait brûle pour point à quelqu'un, si tu savais que tu allais mourir dans une heure, que faire? Pour moi, c'est une question philosophique essentielle aussi, puisqu'il reste une heure et que toute sa vie est derrière et qu'elle va s'arrêter. Comment avez-vous osé aborder le sujet et prétendre avoir une pensée précise sur ce point? Alors, c'est un sujet, c'est une formulation prétexte. Ah, mais le livre avait beaucoup, c'était beaucoup vendu. Oui, qui avait intéressé énormément de gens. Oui, oui, bien sûr. Non, mais attendez, quand je dis une question prétexte, c'est que je ne me suis... Voilà, c'était un moment où... Je peux raconter une histoire personnelle en quelques... C'était un moment où ma fille faisait le tour du monde. Le tour du monde? Oui. Et elle est restée quand même assez longtemps. Elle dormait dans des jungles et des trucs comme ça. De temps en temps, elle ratait... elle ratait un relais Internet où elle devait donner des nouvelles et moi j'étais affolé. Enfin bref, peu importe. Ça, grande inquiétude. Oui. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit un matin, mais si je disparais, est-ce qu'elle saurait ce que la vie m'a appris? Voilà. Et au plus simple. Et je me suis dit, ben voilà, je vais me donner comme exercice, que après tout un exercice alors c'était dans mon esprit à moi, c'était pour ma fille, mais chacun doit pouvoir le faire pour son propre compte ou pour jouer. J'ai une heure et je vais dire ce que j'ai compris et pas compris de l'existence. Au plus simple. C'est l'urgence que vous ressentez vous-même? Comment? C'est l'urgence qui, pour vous, est la plus importante? C'était l'urgence de ce moment-là. Ça m'est tombé dessus un jour comme ça. Voilà, et du coup, je l'ai fait. Alors, je l'ai fait en disant, si je n'avais plus qu'une heure à vivre, ça voulait dire, si je n'avais plus qu'une heure à vivre, j'écrirais. Alors, ce truc, ça va être monté. Voilà, j'écrirais pour dire... le peu que je peux, la leçon que je tire pour mon compte. Voilà. Alors, bien évidemment, on peut faire de sa dernière heure des tas d'autres choses plus intéressantes et peut-être plus excitantes. Mais voilà, c'est pas tellement un scénario réaliste, c'était une manière de prendre la question qu'est-ce que je conclus, quoi. Et voilà, alors le livre... Oui, effectivement, il est resté au moins 6 mois en tête des ventes en Espagne. Oui, il a eu un succès. Grand. Et puis il va être monté, il va être adapté au théâtre. J'ai fait du... Ah bon? Voilà. Et donc c'était votre réponse. C'est-à-dire, il faut écrire. En tout cas, pour vous, c'était écrire. Pour moi, c'était ça. Il faut écrire. Alors j'imagine, je crois, au début, voilà, je ne me suis jamais drogué, en tout cas pas de façon excessive et cataclysmique. Et pourquoi ne pas passer une dernière heure à vivre des sensations que je n'ai jamais connues. Voilà, je sais pas. Bon, alors il y a un bref catalogue des possibles, mais je me dis non. Bon, ce qui m'intéresse vraiment, c'est quand même de laisser 2-3 idées bilan. C'est pour ça que vous nous emmenez dans ce livre sur la rencontre des idées et que j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne manière d'aborder le sujet, de replacer ça dans le contexte d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'inquiétude, la peur, l'angoisse, parce que sinon, sortir de cette atmosphère-là aurait été... une faute peut-être pour être bien compris dans sa démarche.
Et moi, je dois dire que j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt et qu'à un moment, j'ai été perturbé, comme Alice, par la multiplication des solutions qui étaient proposées, des avis et des autres. Et que, voilà, à la fin, c'était utile de voir tout ce paysage de pensée qui nous a fait quand même, au bout du compte. Mais oui, bien sûr. Et surtout, comment je peux expliquer ça? Dont j'aimerais qu'il fasse ou contribue à faire chacun des lecteurs et chacune des lectrices. Voilà, ce qui me semble le plus fécond, motivant, finalement. Ouais. Ben, voilà, c'est de partager des choses voilà, que j'ai pu, au cours de ma vie, apprendre, mais encore une fois, pas pour dire tellement ce que j'en pense, mais pour savoir ce que chacun d'entre vous peut avoir à en penser, et aussi comment ça modifie les existences des uns et des autres, d'une manière que personne ne dirige, mais qui au contraire est le jeu des trajectoires, des rencontres, des déclics que l'on a dans sa tête en découvrant des idées. Mais encore faut-il aller les chercher. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Roger Paul Droit. Merci à vous. Vous pouvez le rencontrer et poursuivre cette recherche. Merci.